Bonjour à tous. Alors, dans ce nouvel épisode, j'arrive donc au moment où ma vie de musicien professionnel commence véritablement, après avoir joué quelque temps avec Huascar Amaru, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, et avoir joué avec beaucoup de monde de façon, on va dire, amateur ou semi-professionnelle avec le groupe Senda Nueva. Ça commençait à faire quelques concerts intéressants. Donc j'ai rencontré, grâce à mon ami Aldo Ariel, dont j'ai également parlé avant, sur d'autres épisodes, les frères Marty. Alors, José Marty, c'était donc un ami d'Aldo Ariel qui était euh, lui-même dans les Calchaquis, à l'époque où Ariel y était avec Osvaldo Montes, euh, Alberto Rodriguez, Hector Miranda évidemment. Et José Marty est resté de 1977 à 1983, je crois. Dans le Skalchakis, c'était le flûtiste. Voilà, il jouait la quena, les sikou, etc. Très très bien d'ailleurs. Et il se trouve que José Marty a toujours, un frère qui s'appelle Francisco Marty. Voilà. Et Francisco Marty, je l'avais rencontré grâce à Ariel, qui en fait avait fait un peu l'intermédiaire entre eux et moi, en leur disant que voilà, je connaissais quelqu'un qui jouait plutôt pas trop mal, c'est-à-dire moi, des instruments d'Amérique latine. Et il se trouve que le groupe du frère de José Marti, donc de Francisco Marti, Los Guachos, ça s'appelait, les orphelins, cherchait un musicien capable de jouer du charango, surtout du charango. Alors il se trouvait qu'à l'époque, j'avais plusieurs charangos, dont un assez gros en mineur, que m'avait vendu Georges Milberg, Jorge Milberg, de Los Incas, pas Los Calchaquis, de Los Incas. Voilà, il m'avait vendu ça par l'intermédiaire de quelqu'un que j'avais rencontré, dont je vais vous parler aussi, mais j'en parlerai peut-être après, mais je l'avais rencontré avant, mais bon, c'est pas grave, peu importe. C'est un luthier qui s'appelle Milton Alban Zapata, qui s'appelait, encore une fois, encore un qui est parti, malheureusement. Il est décédé, ça fait déjà pas mal de temps, et donc, avec qui j'avais appris à fabriquer des quenelles. Voilà, il m'avait montré dans son atelier à côté du parc Montsouris, mais j'en parlerai un peu plus avant. Et je l'avais rencontré, lui, grâce à Jean-Michel Carré. Tout était un peu lié quand même. Et donc, j'ai fait un casting, voilà, pour le groupe Los Guachos. Voilà. Alors, je suis allé sur un lieu de répétition. C'était dans les sous-sols d'une église, dans le 13e arrondissement. Je crois que c'est avenue de Choisy, je crois. Ou d'Ivry, je sais plus. Donc c'est au métro, par là, à côté du métro. C'est une église catholique, mais qui est consacré beaucoup à la communauté chinoise. C'est assez étonnant. Enfin, à l'époque, ça l'était, parce que je parle de ça en 1900 à peu près 82, je crois. 81, je sais plus. Et donc, je me suis retrouvé avec Francisco Marti, deux autres musiciens qui étaient déjà dans le groupe, et moi à jouer du charango. Donc, on a joué, je sais pas, je me souviens plus, mais certainement El Humahuaqueño, parce que c'était à l'époque, on se basait beaucoup sur des morceaux que tout le monde connaissait. Comme ça, on n'avait pas. On voyait tout de suite si la personne qui venait jouer était capable ou pas. Donc, El Humahuaqueño, La Boliviana, le Condor Pasa, je sais pas, ce genre de titres. Et il se trouve que, encore une fois, j'ai fait l'affaire. Après Huascar Amaru, c'était Los Guachos. Et tant mieux, parce que je suis resté dans ce groupe pendant 10 ans. Et là, j'ai commencé à travailler professionnellement. C'est-à-dire que au départ, c'était surtout des concerts. Après, il y en a eu encore, mais moins. Et on a beaucoup travaillé pour des écoles, avec les jeunesses musicales de France notamment, dans des festivals pour enfants. On a également travaillé beaucoup dans des maisons de retraite. Tout ça payé avec fiche de paye et tout, hein. Là, je vous parle vraiment métier, hein. C'est pas de l'animation gratuite, ni associative, ni tout ça. Nous, c'était notre métier. Voilà, on envoyait des mailings de partout. Enfin, à l'époque, c'était par la poste. Alors, on faisait faire en imprimerie des flyers.
On envoyait tout ça par la poste en payant les timbres, les enveloppes, les machins et tout. C'était un truc de fou. Il y avait un investissement terrible parce que c'est nous qui investissions. On était trois, hein. Il y avait pour cette histoire d'école, maison de retraite et tout ça, on n'était que trois. Sinon pour les concerts on était plus. Donc là-bas c'était trois. Donc c'était José Marti lorsqu'il a quitté les Calchakis en 83, son frère et moi. Voilà, donc on faisait beaucoup de choses. Alors, on est arrivé, moi je me souviens une fois ou plusieurs, c'était sur un mois de décembre, 5 5 mini-concerts par jour. École, maison de retraite, on faisait du cabaret aussi parce qu'on a joué à la Villa d'Est, on a joué dans d'autres cabarets, dans le sud de Paris. Il nous arrivait qu'on commençait à faire des choses un peu tropicalisantes, donc on arrivait même à aller faire des passages dans les discothèques. À l'époque, ça existait. Imaginez maintenant un gars avec une flûte de pan dans une discothèque, c'est impossible. Et ben là, nous on le faisait. Bon, il faut dire qu'on était dans les années 80 et qu'on avait un agent. On avait réussi à avoir un agent qui s'appelle Serge Grégory et, euh, et qui nous trouvait pas mal de trucs dans des lieux comme ça. Donc en fait, bon ben voilà, on était devenus professionnels. Alors on avait des vignettes, des fiches de paye, voilà. Moi je me souviens que j'allais souvent à l'URSSAF à Montreuil chercher des vignettes. Je ramenais des paquets comme ça de vignettes parce qu'on les faisait remplir à chaque fois. C'était ça. Les vignettes, et puis après à l'OJAS, qui est un organisme pour les intermittents, etc. Bon, bref, c'était vraiment le début du professionnalisme en musique des Andes, entre guillemets, et un peu tropical, parce qu'en fait, après, Los Guachos c'est devenu Los Guachos Mamberos. Alors, parfois c'était Los Guachos, parfois c'était Los Mamberos, suivant le genre de musique qu'on faisait, parce qu'on avait plusieurs répertoires. Alors, le répertoire des Andes, on va dire, et le répertoire plutôt tropical. Alors, on chantait Cielito Lindo, Que nadie sepa me sufrir, la cucaracha, la bamba, Guantanamera, Bésame mucho, enfin tous les classiques quoi en fait. Moi, je me souviens, j'avais acheté tous les disques de Los Paraguayos que j'avais trouvé aux puces à Saint-Ouen, à Paris, à les grandes puces, chez les disquaires d'occasion. Et j'avais acheté tous les disques des Paraguayos pour pouvoir avoir toutes ces chansons-là, les écouter et pour bien les apprendre, parce que c'était pas évident d'apprendre tout ça d'un seul coup. Donc on a eu un gros moment pendant une bonne année où, moi je me souviens, c'était compliqué. Notamment, il y a une chanson que j'ai eu un mal fou à me mettre dans la tête. C'est Que nadie sepa me sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbra el camino de otro amor y pensar, enfin, etc. Que j'ai chanté des centaines de fois, je dois être en dessous, la vérité. Parce que je l'ai chanté encore bien après dans d'autres formations, c'est des classiques, quoi. Comme le Condor Passard, on joue ça tout le temps. Et, et donc, on s'était vraiment mis à faire ça. Alors, puis il y avait aussi pour les écoles, là, c'était vraiment. Alors, c'était vachement bien organisé. Franchement, moi, je suis content d'avoir vécu ça. J'étais pas à 100% d'accord avec les deux frères, Marty, ça c'est sûr. Mais il y a une chose sur laquelle j'étais vraiment, là, je dis bravo, c'est l'organisation du truc. Parce que moi, j'étais musicien, c'est tout. J'étais pas du tout meneur ni rien du tout. C'était eux qui drivaient l'histoire. Et l'idée de présenter dans des lieux scolaires, parce qu'à l'époque on pouvait le faire vraiment beaucoup, maintenant c'est ultra complexe, hein, mais à l'époque on pouvait le faire, et avec de la musique, de l'explicatif simple, bien expliqué, parce que c'est pas, quand je dis explicatif simple, c'est pas simplement dire voilà, ça c'est un tatou. Bon, sur un charango, là, voilà, là c'est un tatou. Bon. Non, c'est pas ça, c'est dire vraiment essayer de faire comprendre à des enfants. Alors on allait quand même de la maternelle jusqu'à des collèges, mais bon, c'était compliqué avec les collégiens parce que bon, tout de suite ils rigolent. Bon, on n'est pas dans le truc. C'est mieux avec des petits. Les adolescents, c'est compliqué. Bon, bref. Et voilà, expliquer vraiment de façon claire à des tout petits enfants, ça c'était merveilleux. C'est José qui faisait ça. Et Francisco et moi, en fait, on était là. Alors moi, quand il parlait par exemple du charango ici avec le tatou, bon ben moi je montrais. Voilà, on avait chacun notre rôle. Et Francisco, lui, avait un autre rôle qui est génial dans l'idée. C'était que tout était illustré par des diapositives. À l'époque, on avait des diapositives, on n'avait pas Internet. Hein. Je vous parle des années 82 à 92. Bon,
C'était bien avant Internet. En tout cas, Internet qu'on connaît, euh, pour tout le monde. Et donc, on montrait, alors, par exemple, quand on parlait du tatou, on montrait les photos de tatou, mais on avait un écran, hein, vraiment l'écran, tu sais, l'écran qu'on tire comme ça, là, l'écran blanc, très grand, hein, avec le projecteur diapo et tout. Et c'était génial de faire ça, parce qu'en fait, ça illustrait totalement le propos. Et en plus de ça, une fois qu'on avait expliqué, montré et tout, on jouait un morceau en rapport avec ça, à trois. Alors, c'était par exemple Kakenita, c'était les morceaux avec les Tarkas, il y avait même le Malambo, parce qu'on faisait un Malambo à deux avec José, qui lui faisait la base et moi je faisais tout le reste. Parce que, bon, je vous répète une fois de plus, le bombo et les volos, c'est mon truc. Bon, bien avant les autres instruments. Et donc, on illustrait tout ça, alors les flûtes de pan, les cordes, moi j'avais fabriqué des poutoutous, des troutroucas, enfin je sais plus les noms, tout, RK, enfin bref, avec des grands tubes comme ça en PVC que j'avais recouvert de tissu du Pérou, je me souviens, j'avais collé, j'en avais plein les doigts, et j'avais acheté des trompes dans des brocantes, j'avais trouvé pas des trompes, des cornes de vache. J'avais fait ça, c'était extraordinaire. Et ça marchait bien, hein. Ça marchait bien avec le truc en biseau, là, pouf, comme ça. Et c'était extraordinaire. On montrait le haricot géant, la vaina, les sabots de chèvre, enfin les gosses, ils étaient comme des fous, quoi. Et c'était extraordinaire, hein. Et surtout les pédagogues, c'est-à-dire les professeurs, les instits, etc. Les gens des jeunesses musicales de France adoraient. Donc on a énormément travaillé, énormément, pendant des années, enfin 10 ans, quoi. Et puis l'après-midi, on allait voir les personnes âgées, souvent, très souvent. Donc là, on travaillait avec la mairie de Paris, avec d'autres endroits. Et pareil, on faisait des spectacles. Alors là, soit on les faisait danser, sur les cha-chas, sur les boléros, sur les valses mexicaines, etc. Ça marchait super bien. Ou alors on faisait le spectacle comme pour les enfants, mais pour adultes, c'est-à-dire les mêmes chansons avec les diapos et tout, hein, on expliquait pareil, mais c'était un peu plus fourni quoi, au niveau de l'explication. Voilà, parce que là, il y a quand même des gens soit même qui avaient pu aller en Amérique latine, bien sûr, puisque c'était des personnes âgées, mais pas forcément grabataires, hein, voilà. Ils avaient quand même leur tête et tout, non, mais c'était vachement bien. Moi, je suis très content d'avoir vécu ça, vraiment, parce que ça m'a permis de faire vraiment mes premières armes en tant que professionnel, c'est-à-dire dans une structure bien claire, bien définie. Voilà, alors on est à combien là? Attends, j'ai pas les bonnes lunettes, je vois rien. Ah oui, 12 minutes. Bon, bah, je vais m'arrêter là et la suite au prochain épisode, hein. Voilà. Merci de votre écoute comme d'habitude et que la force soit avec vous.